dans une carrière qui livre du lutétien inférieur et de l'yprésien. Et par endroits, on a des poches lutétiens moyens, essentiellement sous forme de moule interne. Mais là, ce dont je vais vous parler, c'est bien sûr du cuisien avec un contact yprésien, donc yprésien lutétien inférieur, où on a des éléments en place bien visibles. Par exemple là, je suis dans une petite cuvette, une petite, on va dire, une petite poche à dents, et notamment ici, on va peut-être pas très bien voir, mais enfin, il y a une dent de raie qui est en place là, une dent de soit de milieu bâtisse, soit étau bâtisse, il faut le voir une fois sorti pour être sûr. Mais globalement, ce qui se passe, c'est qu'on a un sable blanc avec des ronds comme ça en dessous. Alors quand on les voit comme ça en coupe, on ne sait pas trop ce que c'est, mais je vous montrerai, en fin de compte, ce sont des terriers de crustacés qu'on appelle des Callianassa. Et ce niveau-là, donc blanc, c'est du sable, mais il y a des passés indurés où on a de très beaux terriers bien préservés, avec des contreforts en petites boulettes, caractéristiques donc de l'animal qui les a créés, les a consolidés. Hein, je vous montrerai ça sur des spécimens que j'avais récoltés bien avant ici. Là aujourd'hui on est donc sur une petite cuvette yprésienne, et dedans on voit donc alors les sables à ophiomorpha. Hein, ce qu'on appelle les ophiomorpha, c'est en gros pour désigner tout ce qui désigne des animaux qui creusent, généralement attribués à des crustacés fouisseurs. Et au-dessus, on a les premières poches, on va dire. Là, je vous montre le contour, ça fait ça. Et en gros, on a des poches comme ça qui sont plus ou moins remplies de dents. Et donc, le jeu, c'est de creuser. Hein, le but, c'est de creuser, de décaisser ces petites poches et ensuite de les tamiser pour récupérer les éléments que l'on voit là affleurer lorsqu'on fait du balayage. Moi je fais toujours une petite coupe comme ça, j'établis, je balaye tranquillement avec une brosse en poil de coco, c'est impératif parce que les brosses en poil synthétique, ça c'est vraiment pas terrible. Donc prenez toujours des poils de coco, c'est naturel, c'est un peu plus cher, mais une fois que vous aurez vu la différence, vous ne pourrez plus vous en passer. Donc ces petites brosses là, ça permet de faire une petite coupe, là vous voyez, synthétique. Alors là c'est vraiment histoire de montrer ce qu'il y a, mais globalement ça me sert partout. Hein. J'en ai toujours une dans mon sac. Et là ça m'a permis entre autres de dégager cette mini coupe que je viens de dégager avec la pelle, et qui montre bien l'interface entre les sables blancs où en gros il n'y a pas grand chose hormis des terriers de crustacés, donc les fameux ophiomorpha, et au-dessus on a un contact remanié qu'on appelle yprésien lutétien inférieur, et qui contient essentiellement des restes de vertébrés. Au niveau invertébré, c'est assez pauvre, on a quelques mollusques, surtout des bivalves de type huîtres et pectinidés, et des échinodermes, beaucoup de petits macropneus minors, et des radioles d'oursins, laissant supposer la présence d'oursins réguliers, comme les... il faudra que je retrouve le nom, je ne l'ai plus en tête, qu'on trouve dans ces niveaux-là. Voilà. Côté vertébrés, alors on a un riche mélange, comme dans beaucoup de gisements, on a un mélange à la fois de vertébrés marins et de reprises de stock antérieures. On a, dans les reprises de stock antérieures, on va trouver des éléments de tortues, de crocodiles, parfois, souvent même de poissons osseux. Pour l'instant, sur ce type de gisement, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en trouver, mais c'est probable que ça puisse l'être du serpent, du mammifère, voire de l'oiseau, en sachant que ces niveaux-là sont très bougés, ont subi une forte énergie, et les gros éléments sont relativement fréquents. Par contre, les petits éléments sont vraiment rares.
Tout à l'heure, j'ai profité que le sable est bien sec pour tamiser avec 1 mm. J'ai tout ramené dans un sac, on va voir. Une fois à la maison, je retirerai tout ça, je le retamiserai après à l'eau. Et une fois que ça sera bien sec, je le recalibrerai une. Alors là, je vais vous montrer comment on tamise, comment je prépare le sédiment que j'ai récupéré hier dans la carrière, dans le niveau à vertébrer. Donc là, pour ce faire, j'ai besoin d'un endroit pour collecter le sédiment brut récolté qui est déjà calibré à 4 mm pour la partie la plus large et à 1 mm la plus fine. Alors ce que je fais, c'est tout bête, je prends une espèce de passoire, là, un chapeau chinois qui est utilisé en cuisine, vous voyez, je mets du sédiment relativement brut, donc que j'avais tamisé, calibré hier, et je vais carrément le tremper dans l'eau. Alors c'est de l'eau du robinet, toute simple, il n'y a aucun produit chimique à l'heure actuelle, et pour ce type de sédiment, c'est absolument pas nécessaire. Donc tout simplement le tremper, le nettoyer, et vous voyez déjà ça ressort, c'est à peu près propre. Je dis à peu près parce que bon, il faudra quand même le retamiser plus fin après. Ce que je fais, c'est que je fais égoutter au maximum le sable, hein, ce que je viens de passer, pour retirer le maximum d'eau. Ensuite je l'étale, là en l'occurrence c'est une vieille serviette de bain usagée. J'en reprends une, deux, voilà, je tamise dans l'eau, une petite bassine. À la rigueur ça pourrait être fait sur place, mais bon, la seule difficulté c'est de trimballer l'eau. Donc l'idéal c'est d'essayer de le calibrer le plus possible sur place. Voilà. Donc là en l'occurrence hier j'avais tamisé à 4 mm et sur place, comme c'était bien sec, avec une autre passoire de ce type, exactement la même, j'avais tamisé le sable sur place et ça se tamise relativement bien quand le sable est sec. Donc ça m'a permis de dégrossir et de prendre différentes fractions. Bon, là en l'occurrence, pour une raison de commodité, c'est pas l'idéal, j'ai tout mélangé. Idéalement il faudra plutôt 2 sacs séparés. Mais de toute façon, là je vais le retamiser ultérieurement, puisque une fois que ça sera sec, ce sédiment là, je vais le recalibrer à 3-4 mm, et puis je vais prendre tout ce qu'il y a en dessous, et tout ça je le passerai sous binoculaire, dans l'espoir de trouver les très petites dents. Souvent ce sont des dents de raie qu'on appelle les Dasiatis, les Rhinobatos, et éventuellement des petits requins comme Ginglymostoma ou le Squatina. Je vous montrerai ce que c'est, mais globalement voilà, il faut prendre du tri. Alors c'est pas toujours évident, des fois les niveaux sont saturés en eau. Là heureusement il n'avait pas plu récemment, donc c'était faisable. Et bon, j'ai récupéré pas une grosse quantité, en sachant que j'ai déjà fait à 3 nombreuses reprises sur ce gisement là. Pour l'instant ça n'a pas vraiment porté ses fruits, j'ai pas trouvé les petits éléments que je recherche, mais je poursuis quand même mon tamisage régulier, dans l'espoir un de ces jours de tomber sur une poche qui est plus intéressante. Donc voilà, faut pas se fier à un seul prélèvement, hein, même si j'en ai fait une dizaine là à l'heure actuelle. Il est toujours possible de tomber sur des niveaux plus condensés, avec des faunes un petit peu plus petites. Voilà, bon, je vous montrerai une fois que ça sera sec, et je vous montrerai après le tri des fractions, des grosses fractions, enfin des fractions de 3-4 mm et des fractions inférieures. À bientôt. Alors là, je reprends le sédiment que j'ai tamisé l'autre jour. Je l'ai laissé sécher. Je vais voir s'il est bien sec. En principe, sur ce genre de support, ça sèche relativement rapidement. Et maintenant, je vais le recalibrer. Donc je vais prendre un tamis pour le faire. Alors je vais le mettre en pause et je reviens après. Alors là, voilà. Je l'ai mis dans le tamis. Je vais le tamiser. Je
Je vais essayer de trouver un angle pour le poser. Voilà. Voilà, le tamisage est fait. Donc là, c'est un tamis de 3 mm. Donc tout ce qui passe en dessous de 3 mm, je vais le retamiser fin et le trier à la binoculaire. Là, cette fraction, on va la trier tout de suite. Alors, la fraction est calibrée au-delà de 3 mm. Je vais la trier ici maintenant. On va regarder ce qu'il y a. Bon, il y aura certainement pas énormément de choses, mais c'est pour montrer déjà un petit peu comment on procède. Donc là, tout à l'heure, je vous avais vu, je l'ai recalibré à 3 mm. Sur le terrain, j'avais calibré à 4 mm. J'avais pris tout ce qui était au-dessus de 4 mm. Et là, je prends maintenant tout ce qui reste et qui est résiduel, on va dire, qui a été lavé. On le voit quand même beaucoup mieux. Alors là, j'ai un des corails, un des coraux solitaires classiques de ce gisement qui s'appelle Leptosamnia gravesi. Je vous mettrai le nom et éventuellement une photo. Il est endémique au Vexin. On ne le trouve que sur 4 ou 5 gisements, pas plus. Donc, je le prélève. Là, on a les fameux bâtonnets dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui sont non pas des fragments d'oursin comme beaucoup le pensent, mais des éléments d'ancrage pour des animaux qui appartiennent aux cnidaires et qui s'appellent des plumes de mer. On les distingue essentiellement parce qu'ils sont relativement courts, ils n'ont jamais d'attache d'un côté ou de l'autre, ils ne sont pas ornementés comme les radioles d'oursin qu'il y a dans ces niveaux-là, et on en trouve voilà, toujours comme ça. Entre 1,5 cm jusqu'à 3 cm pour les plus gros. Donc ça, je les prélève. Ce sont des indicateurs d'animaux qui ne se fossilisent pas, puisque les plumes de mer sont essentiellement constituées de matériaux mous, comme les méduses, et ça ne se fossilise pas dans les sables. Là, c'est important d'avoir ça, comme ça ça nous permet d'observer des éléments qu'on ne peut pas trouver autrement. Là, j'ai un fragment d'étoile de mer. Alors bon, c'est fragmentaire. Encore une fois, dans les sables, tout est dissocié. On n'aura pas des étoiles de mer comme dans les environnements jurassiques en connexion, ou alors de manière extrêmement rare. Et là, c'est un petit élément d'une étoile de mer qui s'appelle la Tecaster, et qui est assez fréquent dans ces niveaux-là. Alors bon, je la récupère, il y a plusieurs positions. Là, on a un fragment de dent de requin. Bon, en l'état, c'est indéterminable. Hein. Bon, probablement du Macrota, l'espèce la plus classique dans ces niveaux-là. Voilà, je le mets de côté. On a beaucoup d'huîtres aussi. Alors ça, c'est une des caractéristiques. Énormément d'ostréidés. On peut en voir un peu partout. On a des galets en glauconie qui sont souvent yprésiens repris de stock antérieur. On a des silex également. Et puis on a ces éléments là qui sont, on va dire, classiques sur ce gisement là, mais pas nécessairement partout. Ça, ce sont des terriers de crustacés qui sont grésifiés. La plupart ne le sont pas. La plupart ne sont pas grésifiés, sont au sable et ne se préservent pas. Donc voilà, là ce qu'on peut observer déjà sur un premier tri. Je vais passer au deuxième et on verra ce qu'on peut trouver. Alors, le deuxième tri. Alors là, on a encore un morceau d'une grosse dent, d'une Macrota, mais bon, vous voyez, elle est complètement cassée. Alors ça, c'est, on va dire, la majorité des dents sont dans cet état-là. Hein. Il ne faut pas croire que toutes les dents soient bien complètes. Bien au contraire, c'est une majorité de dents qui sont cassées, roulées, et une de temps en temps à peu près complète et récupérable. Alors toujours des huîtres. Là, on a un autre bivalve qui fait partie des huîtres aussi, c'est une anomia.
qui est assez fréquente dans ce niveau-là. Là, on a encore un bout de corail solitaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut bien essayer de l'étaler pour répartir à peu près également partout. Là, on a un tube de verre. Alors, un verre ou un bivalve. Faut que je regarde en détail. Là, on a un fragment de dent de raie. Alors, c'est vraiment fragment très usé. Ça sera, je vous en montrerai des bien plus propres plus tard. Mais quand je vous dis que tout est cassé, il y a vraiment beaucoup de casse, hein, beaucoup de glauconie, de galets de glauconie, de galets de silex. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle de la transition hypreso-lutétienne. Et c'est constitué de plein d'éléments comme ça, difficilement visibles sur le terrain. Sur le terrain, on va essentiellement prendre les gros éléments qui seront à vue, qui paraissent le plus complets. Bon, là pour l'instant, je suis dans la fraction au-dessus des 3 mm, mais qui, on va dire, est compris entre tout ce que j'ai éliminé manuellement et tout ce que j'ai laissé. Donc il y a des gros éléments comme ça qui seraient normalement éliminés avec un autre tamis. Comme j'avais que 2 tamis, je suis obligé d'éliminer avec la main en prenant les gros éléments qui sont en surface et puis en jetant un coup d'œil rapide, j'arrive à voir s'il y a quelque chose ou pas dedans. Alors là, on a un petit oursin qui est un petit oursin irrégulier. J'ai plus le nom en tête. Il y a eu une étude de fait là-dessus sur tous les oursins du Vexin par Canvet et Wozniak. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous allez voir, ils ont décrit une belle échinofaune qui est propre à ce type de gisement là. Il y a ce gisement là et d'autres. Bon, c'est pas complet, il faut pas. Voilà, il y a beaucoup de casse. Hein. Au risque de me répéter, la majorité des éléments sont cassés, sont roulés et cassés. Je vais mettre une troisième pelletée et on va voir ça. Alors, troisième pelletée, on va dire, fournée. Là, on a encore un bout de raie d'Aetobatis. Alors, probablement un morceau inférieur. Bon, il est vraiment fragmenté, il est usé. Je vais pas le récupérer parce que j'en ai déjà beaucoup. Alors là, dans les petites dents, voilà, ça, ce serait les plus petits éléments que je recherche. Alors, il n'est pas complet non plus, mais je vais quand même le prendre parce que de cette taille-là, il y a très peu de matériel et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que majoritairement, ce sont des gros éléments qui restent sur place. On pense qu'il y a eu un vannage, c'est-à-dire que les sédiments ont été remués par l'action des courants marins et ils n'ont permis de conserver sur place que les gros éléments les plus lourds. C'est pour ça qu'on a beaucoup de dents cassées comme ça, parce qu'elles sont lourdes, elles sont massives et lourdes. Et les petites dents restent exceptionnelles. Je le verrai après, peut-être dans les fractions inférieures à 3 mm, supérieures à 1 mm. Voir si j'ai la chance de pouvoir trouver des petites dents de raie, soit des Dasiatidés, soit des Rhinobatis, soit éventuellement des Pristis, soit peut-être des petits requins comme les Squatina, qui sont les requins anges de mer, ou les Ginglymostoma, qui sont ce qu'on appelle les requins nourrices. Là sur place, c'est quasi impossible à voir. Hein. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Vu la taille, c'est très très petit. Donc on n'aura que les gros éléments comme ça, même s'ils sont cassés. Ça se voit quand même plus facilement sur place, même si c'est un peu encroûté, qu'une petite dent de 3-4 mm. Hein. Ce serait une grosse chance, ça arrive, hein, mais ça reste très peu probable. D'où l'intérêt de rapporter. Bon, là, j'ai pas rapporté des grosses quantités, j'ai dû rapporter l'équivalent d'une dizaine de gros tamisages que j'ai nettoyés et recalibrés. On va voir ça ultérieurement. Je vais continuer un peu le tri et dès que je trouve quelque chose de plus parlant, je reprends.